Bonjour, petite vidéo sur l'Aerox sur comment s'améliorer et améliorer son chrono d'une course à une autre. Et du moins même mieux performer directement sur la première. Pour le moment, j'ai fait 2 courses Aerox, les deux en catégorie pro. La première à Valence, la deuxième à Bilbao. La première à Valence, je m'étais vraiment entraîné, j'avais vraiment fait une programmation pour performer. J'étais déjà content de mon temps, mais je suis sûr de pouvoir avoir mieux. La deuxième, pour Bilbao, je n'ai pas fait d'entraînement spécifique Aerox, car j'avais d'autres objectifs en tête. Je m'entraîne vraiment pour un triathlon en L. Du coup, j'avais laissé l'Aerox de côté, je voulais juste faire l'Aerox. Mais en me servant de l'expérience acquise lors de la première, j'ai pu améliorer quand même mon temps. Okay, donc, je vais vous décrire les différents types d'exercices et qu'est-ce que je vous conseillerais de faire pour mieux vivre la première expérience et ensuite s'améliorer donc sur la deuxième. À savoir, l'Aerox, c'est 8 km de course à pied. Entre chaque kilomètre de course à pied, on a un exo. On part sur le bip du chrono, 1 km de course à pied. On arrive pour faire 1000 mètres de ski erg. On retourne courir 1 km de course à pied. 50 mètres de push sled, le fait de venir pousser un sled en 4 fois 12,5 mètres. On repart courir 1 km de course à pied. 50 mètres de pull sled avec une corde et on va venir tirer notre sled. 4 fois 12,5 également en aller-retour. 1 km de course à pied. 80 mètres de burpee broad jump. 1 km de course à pied, 1 km, 1000 mètres de rameur. 1 km de course à pied, 200 mètres de double farmer carry, double kettlebell dans les mains, 200 mètres. 1 km de course à pied, 100 mètres de fente, 1 km de course à pied, 100 wall ball, le fait de balancer un ballon contre un mur, une cible, et ligne d'arrivée. On est OK? OK. Donc, pour performer sur une course Aerox, il y a un seul point clé, c'est performer sur la course à pied. C'est la course à pied qui va vous donner un meilleur temps, un chrono, peut-être une victoire sur vous-même, sur votre chrono. Ce n'est pas forcément les objets annexes à côté, le sled, le ski erg, le wall ball, etc. Là où vous allez gagner du temps, c'est vraiment sur la course à pied. Donc, il faut déjà s'entraîner, être bon coureur et s'entraîner vraiment sur la course à pied. Énormément de fractionnés, des 400, des 800, énormément de zone 2, le fait de courir à 60, 65, grand maximum 70% sur de la longue durée, énormément de la course compromise. La course compromise, c'est le fait de venir courir avec le cardio ou les jambes totalement flinguées. Ce qui nous arrive justement après le push sled, par exemple. C'est donc la course à pied qui nous permet d'avoir notre meilleur temps. Entre qu'une personne qui va super bien courir et qui va finir en 32 ou en moins de 32 la totalité des 8 km, ou une personne qui va terminer en 36 ou 38, ça fait clairement une différence de 4 minutes, voire même plus. Et c'est là où ça va se jouer sur les temps entre ceux qui font moins d'une heure et les gens qui font plus d'une heure, et encore plus sur les gens qui font 1h30. Par exemple, pour moi, je pense être un bon coureur dans la vie de tous les jours, mais par rapport aux gens qui courent sur les Aerox, je suis absolument pas bon sur la course. Les meilleurs vont mettre 32 ou moins, je vais mettre 36 minutes et ils me mettent donc 4 minutes, alors que j'ai l'impression dans la rue d'être plus ou moins un bon coureur, mais en fait, pas du tout par rapport à ceux qui font de l'Aerox. Sur l'Aerox, quand je cours, quand je fais mes courses, je vois qu'il y en a qui me doublent genre, au bout de 3 ou 4 sur le 3e ou 4e kilomètre, encore à une vitesse alors que je suis vraiment en train déjà de regarder le sol, etc. Je trouve épatant la vitesse à laquelle ils courent les meilleurs. Donc, l'entraînement numéro 1, c'est la course à pied. Pas le choix. Voilà. Regardez bien la vidéo en entière, car à un moment dans la vidéo, je donnerai un code promo pour la programmation Aerox que je propose. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle m'a sacrément bien préparé à préparer mon premier Aerox. Et je l'ai remodifié par rapport à ce qui ne convenait pas. Par exemple, la course compromise. Donc, regardez la vidéo en entière et je vous conseille vraiment d'aller prendre de la programmation. Vous pourrez retrouver le petit lien de la programmation ainsi que le code promo dans la vidéo et le lien en dessous. Voilà. À de suite pour la vidéo. OK, le ski erg. Le ski erg arrive en première position après la course à pied, la première course à pied. Le top départ, on a couru 1000 mètres. On arrive sur notre ski erg. On est frais, c'est le début. On est sorti de notre warm-up juste avant. On est bien. C'est là où on a la meilleure forme physique pour le moment. 2 ergos plus ou moins similaires entre le rameur et le ski erg. Dans la plupart des cas, la plupart des gens préféreront faire du rameur plutôt que du ski erg, car le ski erg, c'est vraiment plutôt pour les grands que pour les petits, plutôt pour les costauds que pour les moins costauds. Au niveau de la stratégie, le ski erg, je vous conseille d'attraper les poignets le plus haut que possible à chaque fois quand vous allez en attraper. Placez votre pouce ou votre index et votre majeur. Ça s'appelle le hook grip qu'on pourrait trouver en haltérophilie. C'est là où on va venir détendre les avant-bras au fur et à mesure. En sachant que 1000 mètres, en fonction des gens, hors chrono, mais sur une course, on va être entre 3 minutes 30 et 4 minutes pour les gars. Peut-être un petit peu plus pour certains.
On est frais, c'est là où il va falloir être plus fort que sur le rameur. Pourquoi pas tourner pour les gens qui sont à l'aise, entre 1,40, 1,45, voire 1,50. Ça sert à rien de faire un PR, c'est-à-dire un record personnel en 3 minutes 15, 3 minutes. Vous allez vous cuire pour la suite. Faut pas non plus dépasser les 2 minutes, soit par 500 mètres, soit les 4 minutes au kilomètre. Sinon, on va commencer à engendrer du retard sur la suite. Donc, le haut grip, poignet relâché. C'est pour ça qu'on essaie d'attraper le haut grip pour vraiment relâcher les avant-bras et les épaules. Je vais chercher à reculer le plus loin possible sur ma plateforme. Les pieds sont écartés. J'attrape les poignets au plus haut. Je vais venir tirer mes coudes vers les genoux. Dès que mes coudes sont aux genoux, j'amène les poignets derrière les genoux en poussant les fessiers. Je me redresse avec un mouvement circulaire pour soulager les épaules. Pointe de pied, les fessiers, les coudes, les bras. En donnant une cadence, je souffle bien à chaque tirage. On se grandit à chaque fois. On s'arrête pas ici pour aller faire des petits mouvements. On prend la plus grosse amplitude que possible. Pareil, j'en vois certains qui s'arrêtent ici. Et du coup, ils moulinent énormément dans le vide. Grandissez-vous. Pointe de pied, puissance. Pointe de pied, puissance. Là, tout en ayant une bonne cadence, je pourrais continuer à vous parler parce que c'est pas forcément fatigant en allant chercher très haut et très loin. Tendez le câble le plus loin que possible, ce qui vous permettra au maître de continuer de monter au fur et à mesure. Donc, on recule, on écarte les pieds, on prend au plus haut, le haut grip, c'est-à-dire le petit pouce à l'intérieur du majeur et de l'index, et on va venir à l'intérieur et ouvrir les coudes, les poignets, les fessiers. Mouvement circulaire, et je reviens. Le push sled arrive en deuxième position des exercices. 1 km de course à pied, 1000 mètres de ski erg, 1 km de course à pied, le push sled. Il va falloir pousser son sled sur 50 mètres. Allez, 12 mètres 5, aller, 12 mètres 5, retour, 12 mètres 5, aller, 12 mètres 5, retour. Différentes façons de venir pousser son sled. Plus ou moins efficaces en fonction de chaque gabarit de chacun. Forcément, les plus maigres vont venir chercher une autre méthode, les plus costauds vont chercher une autre méthode. De deux Aerox que j'ai vécu, je trouve que le sled nous comprime totalement les jambes pour la course, ainsi que le cardio. Le cardio, il vient se pimper d'un coup, vraiment, et la course juste après est horrible. Il va falloir saccader sa façon de faire. Les gens qui savent qu'ils ont un bon cardio, il va falloir pousser le sled en une traite. C'est-à-dire, je fais 12 mètres 5, je respire un bon coup, je tourne autour du sled et je vais le repousser de 12 mètres 5. Si ça vous pimpe beaucoup trop le cardio et que vous êtes déjà au courant que ça va vous pimper le cardio, coupez les 12 mètres 5 en une fois. Plus ou moins 6 mètres, vous bougez les bras, vous reculez et vous repartez pour 6 mètres, etc., etc. Par contre, forcément, vous allez perdre du temps. Donc, à vous de voir vraiment comment votre cardio est. Je vous conseille de vous entraîner énormément sur les sleds, 1 à 2 fois par semaine avant vos Aerox pour vraiment connaître la sensation. On va partir sur les 3 positions que je préfère pour pouvoir pousser son sled de la meilleure des façons. À vous de choisir quelle façon vous allez préférer. La première, le fait de venir bras tendus, pousser fort en jambes, pointe de pied, je pousse. Les bras sont tendus, la tête elle est engagée à l'intérieur des bras et je suis solide sur mes appuis. Solution assez confortable pour respirer. On a la cage thoracique ouverte et on peut respirer. On avance tête baissée et on peut aller chercher au plus loin. Par contre, ça va demander énormément de jambes. Il va falloir être fort en fessiers et en quadriceps. Solution que j'ai utilisée pour la première fois à mon Aerox. Deuxième solution. Le fait de venir partir serré. Tout à l'heure, on avait les bras tendus. Là, on vient chercher à amener nos épaules dans les barreaux. On a les bras comprimés, la tête au-dessus des poids et on est toujours fort. On bouge bien, on reste en petit mouvement. Les pas sont peut-être un peu plus petits, mais on est bien. Solution que j'aime pas trop, je trouve que ça comprime un peu trop la cage thoracique. Ici, et du coup, c'est dur à respirer. Par contre, on est quand même assez puissant dans les jambes sur cette façon-là. Dernière version que je préfère, la version que j'ai testée pour Bilbao. Elle m'a fait sacrément pimper le cardio par rapport à la première version, mais j'étais super à l'aise sur comment le sled il pouvait bouger. Je n'avais jamais fait tester ça, même à l'entraînement, et j'ai vraiment finalement apprécié. Je vais pas tarder à m'entraîner là-dessus justement pour ma 3e course qui sera à Karlsruhe. La version que je vous conseille et que du coup je vais vraiment m'entraîner là-dessus. On va venir attraper son sled assez bas. On va venir passer ses mains sur les extérieurs, garder ses biceps
à l'intérieur. On va pas seulement pousser le sled là, sinon on va se faire atomiser les biceps. On va chercher à venir lever un peu l'arrière du sled. Vraiment. Et là, on va venir pousser. Le sled peut prendre énormément de vitesse. Par contre, là où je me suis fait sacrément surprendre, de 1, c'est qu'on va vite. Plus on va vite, plus le cardio, il va venir monter. De 2, c'est qu'il va falloir trouver le bon angle de comment soulever le sled. Si je le soulève pas assez, ça va rien changer. Il va limite se planter. Et si je le soulève trop, eh bien, du coup, on n'avancera absolument pas. À vous de trouver vraiment de quoi le soulever sur quelques centimètres. Et là, on peut avancer. On est bien. C'est vraiment une méthode que je pense, pour moi, me conviendrait vraiment. Par contre, il va falloir s'entraîner dessus. Je me suis vraiment fait surprendre sur le cardio. J'ai presque voulu abandonner après avoir fait le push-leg tellement que mon cardio était haut. Finalement, j'ai maintenu à Bilbao. Mais après la course là-dessus, mon cardio était tellement pimpé, tellement haut. Je me suis dit jamais je vais tenir, allez, j'arrête maintenant. Et finalement, j'ai continué. Mais je pense que c'est vraiment une bonne méthode. Il faut juste accepter que le cardio monte. Mais le sled, le poids est vraiment diminué. On a l'impression que le poids est totalement diminué de cette façon-là. À vous de tester les 3 versions. Vous voyez ce qui vous convient. Après, on a 4 passages, donc 2 allers-retours, 4 fois 12,5. Vous pouvez vous tester à chaque fois sur la première intensité en bras tendus, etc., etc. Pendant l'échauffement, vous pouvez tester dans votre salle et après tester pendant l'échauffement. Parce que le sol de votre salle sera toujours différent du sol que vous aurez sur les tapis Aerox. Donc, vous pouvez pas essayer avec 200 kg dans votre salle ou 200 kg sur l'Aerox, ce sera forcément différent. Donc, entraînez-vous dans votre salle, mais surtout, testez-vous pendant la partie d'échauffement avant le top départ. Ok, donc ensuite, après le push-leg, on parcourir du coup une 3e fois. Donc le cardio, là, je pense que pour la plupart, pour moi en tout cas, et pour la plupart des gens, le cardio est vraiment assez haut. À partir de là, généralement sur les courses Aerox, on fait un tour, un autre tour et la moitié d'un autre. Ça change à chaque fois en fonction de la distance, mais c'est souvent ça. Sur les 2 courses Aerox que j'ai fait, je me suis servi à chaque fois du premier tour pour récupérer et redescendre le cardio, et j'ai réaccéléré sur le 2e tour et la moitié du 3e du coup pour rentrer dans la rock zone. Donc, essayez pareil de ne pas partir trop fort, à moins que vous soyez un super coureur. Mais sur les 3 tours, on part tranquille, on récupère et on accélère au fur et à mesure du 2e et on sprint entre guillemets sur le 3e. Okay. Maintenant, le pull sled, le fait de venir tirer son sled avec une corde. On a 4 paliers de 12,5, 2,5 aller, 2,5 retour, 2,5 aller, 12,5 retour. À la fin des 2,5, il y a 2 petits plots, 2 lignes de scotch. Là, ils sont délimités par mes petits plots. J'ai plus la distance exacte. On n'a pas le droit d'amener les pieds avant la ligne. On n'a pas le droit d'amener nos pieds après la ligne. On est obligé de rester là-dedans tant qu'on tire. D'accord? Différentes façons en fonction de la catégorie. Il y en a qui vont pouvoir utiliser seulement les bras. Je vous la déconseille quand même totalement sur les grosses catégories, la catégorie pro, car c'est vraiment lourd. Et du coup, pour la catégorie pro, je vous conseille fortement du coup de partir au plus proche de la ligne sans la dépasser, et venir commencer à donner de la tension dans la corde, car si on part avec du mou, ici, on va commencer à tirer dans le vide et c'est pas forcément intéressant. Du coup, une grosse position de puissance, les jambes légèrement fléchies, j'attrape la corde au plus loin, tant que mes pieds ne dépassent pas. Et là, je vais venir, grosse position de puissance, tendre les bras, amener les bras le plus loin que possible. À partir de là, je vais venir pousser dans mes jambes, pour chercher à reculer. Une fois que j'ai vraiment reculé et que j'ai les bras tendus, je vais pouvoir commencer à reculer. Je sais de garder ma corde entre les jambes et la garder toujours entre les jambes ou toujours sur un côté. Mais il va pas falloir faire entre les jambes sur les côtés, sinon vous allez marcher dessus ou faire une cheville. Ok? Donc à partir de là que j'ai donné ma grosse tension, je vais pouvoir commencer à vraiment reculer. On tire fort et on va chercher jusqu'à la ligne au maximum. Ne perdez pas 10 cm pour rien. Arrivez ici, sans toujours reculer, on termine par un dernier à-coup. On pousse la corde sur le côté, on la lâche ou pas, et on recule. Imaginons qu'il vous reste 10 derniers centimètres ici. Ne reculez pas pour lâcher la corde et revenir. Vous allez perdre du temps et du jus. Vous êtes arrivé dans les 10 derniers centimètres, il va falloir que votre sled, l'arrière de votre sled, dépasse la ligne. Donc c'est à ce moment-là où vous allez vraiment tirer très fort un bon coup pour marcher. En fonction du niveau et votre cardio où il est, vous pouvez soit trottiner pour retourner au bout de la corde pour pouvoir retirer votre sled ou remarcher. Pour le moment, moi, je fais que marcher.
ce qui me permet de de retrouver un cardio pour pouvoir retirer assez fort mon sled. Ok? Donc, je récupère, je bouge mes bras, je me remets en place, je tire d'abord fort avec mes jambes et ensuite, je vais venir reculer. Je ne sais pas trop pourquoi. À Bilbao, j'ai perdu quand même pas mal de temps par rapport au stats de Valence sur celui-là. Peut-être que le tapis glissait moins, peut-être que j'ai simplement été moins performant. J'ai utilisé exactement la même technique. J'ai juste perdu une vingtaine de secondes, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà. Il ne faut pas forcément se référencer à telle ou telle course sur le pull et le push sled. Tout dépend du tapis et du sol qui est sous le tapis. Il suffit qu'il y ait une petite plaque d'écoulement à un endroit. Il suffit que le béton de la salle d'expo soit totalement différent. Gardez juste votre stratégie et agissez. Okay? On reparcourir. Normalement, le cardio, là, sur celui-là, ça va. La chaîne poste, elle est endommagée, mais on peut encore s'en sortir. On arrive au 4e atelier, le burpee broad jump. Donc, on a fait les 1000 mètres de ski erg, on a fait 50 mètres de push sled, on a fait 50 mètres de pull sled, et on arrive au burpee broad jump. Généralement, c'est à partir de celui-là où le leaderboard, le classement, il est fait et ça va beaucoup moins bouger. C'est dans les 3 premiers, avec les 4 premières courses, que le classement, il se fait. Après, ça peut bouger, mais quand même beaucoup moins. C'est là où il ne faut pas perdre trop de temps. C'est là où j'ai fait une énorme erreur sur la première course à Valence, parce que je pratique les burpees avec le CrossFit, mais beaucoup moins les burpees broad jump et encore moins sur une énorme distance comme celle-ci. À Valence, la première fois, j'avais fait cette erreur-là. Je fais mon burpee, je ramène mes pieds au niveau des mains et je fais des tout petits sauts. Poitrine, pied, petit saut. Ce qui m'a fait faire sur les 80 mètres énormément de burpees. Mon cardio était comme jamais très très haut et c'était super dur à enchaîner de 1 les burpees et à de 2 repartir sur la course. Du coup, je m'en suis servi de mon erreur de Valence pour m'améliorer à Bilbao. À Bilbao, j'ai fait seulement 10 secondes de moins sur les burpees. Mais par contre, au niveau du cardio et au niveau de l'énergie, j'étais totalement plus frais pour repartir sur ma course après. J'ai seulement gagné 10 secondes, mais par contre, vraiment au niveau du cœur et au niveau de l'état d'esprit, j'étais vraiment mieux pour repartir courir après et enchaîner. Du coup, plutôt à Bilbao, poitrine totalement au sol, je ramène mes pieds au plus proche possible des mains, et là, je cherche à venir faire le plus grand saut que possible. Vous placez vos mains juste devant vos pieds, en différents des standards, en fonction des différents juges. Apparemment, c'est soit la distance maximum de l'avant-bras, mais pas plus. Vous ne pouvez pas replacer vos mains là. Du coup, vous essayez de placer vos mains juste devant vos pieds. Poitrine au sol, je me redresse. Step up, c'est là où vous serez le mieux plutôt que de sauter. Les pieds à l'extérieur de la main gauche, le pied droit à l'extérieur de la main droite, vraiment aligné. Et là, on cherche à sauter le plus haut et le plus loin que possible. OK? Évitez les tout petits sauts. Évitez aussi de rajouter un saut pendant votre burpee, ce qu'on pourrait voir sur les débutants en CrossFit. Au lieu de faire un step-up, poitrine totalement au sol, et ils font ça. Ça vous fait 2 sauts. Le saut pour amener vos pieds et le saut pour avancer. Peut-être que vous avez gagné du temps, mais vous allez pleurnicher après quand le cardio il va vraiment être très très haut. Là, le 4e, on est à peine, on est juste dans la moitié. Il va nous rester le farmer, il va nous rester les fentes, les wall balls et le rameur avant. Donc, faites pas monter non plus votre cardio à 3000 ici, économisez-vous pour la suite. Normalement, vous êtes déjà dans la zone 4, la zone seuil, où c'est assez haut. On repart courir ensuite. Le rameur arrive en 5e position des exercices. Pour moi, que ce soit pour Valence la première course ou Bilbao ma 2e course, je me suis totalement servi du rameur comme une récup, comme vraiment, c'est le milieu, ok, c'est ma récup pour pouvoir relancer fort dans les jambes après. Après, on a le farmer où ça ne va pas trop nous utiliser les jambes, mais on aura les fentes et les wall balls qui vont demander un gros volume dans tout ce qui va être en bas, les membres inférieurs. Donc, le rameur, comme le ski erg, on va plus ou moins mettre 2 minutes en gros moyenne pour faire 500 mètres, donc 4 minutes pour faire 1000 mètres, du moins pour les hommes. Donc, qu'on fasse 3 minutes 50 parce qu'on a ramé à fort ou 4 minutes 5 parce qu'on a ramé un peu moins fort, il n'y a que 15 à 20 secondes si on a fait 4-10 de changement. Et c'est pas ces 20 petites secondes-là, c'est ces 20 secondes-là que vous gagnez ici, que vous allez les perdre après sur la course à pied, ça je vous le garantis, ou sur les fentes ou sur les wall balls. Il vaut peut-être mieux être beaucoup plus lent ici et être beaucoup plus frais sur les fentes et sur les wall balls ensuite. Donc, vaut mieux peut-être se placer en 1,58, 2 minutes et terminer en 4 minutes, plutôt que se placer en 1,45, croire qu'on est encore bien, etc. et pleurnicher après sur le wall ball, à regarder son wall ball et pas les faire. Okay, le rameur, c'est toute une technique, comme pour le ski erg.
Perdez pas trop de temps à placer vos pieds si d'habitude vous avez les semelles en numéro 5, etc. Vous allez y passer que 4 minutes. Perdez pas trop de temps à les régler. Par contre, vous serrez bien ça dès le départ. À partir de là, le rameur, c'est je pousse dans mes jambes. Une fois que j'ai tendu mes jambes, je vais venir tirer mes bras. J'essaie de ramener la rame au niveau de la poitrine en gardant un buste fier. Une fois que j'ai tiré et que j'ai touché ma poitrine, je ramène mes bras et je ramène les jambes. Comme le ski erg, je vais chercher à donner le plus d'amplitude que possible. Je pousse, j'engage, je tire, je ramène. Attention aux gens qui se couchent énormément vers l'arrière. Imaginez la sangle abdominale comme elle va prendre cher. Restez droit. Je pousse, j'engage, je ramène, je reviens. Les jambes, les bras, les jambes. Sur votre cadran, en fonction de comment il est. Normalement, en bas à gauche, il y aura le SM, le split par minute. C'est le nombre de coups de tirage que vous allez venir donner par minute. Si vous le prenez vraiment en mode récupération, il va falloir qu'il soit entre 19 et 25 grand maximum. Évitez d'être à 32, etc. Si je me place sur du 19, je vais me mettre en mètres. Là, je suis en 1,51 tranquille à 23. Je pousse fort, je tire fort, mais je contrôle mon retour. Et là, je suis en 1 minute 54, ce qui me ferait terminer en 3,50 du coup sur distance. Là, je suis en 21. Et je peux quand même continuer à vous parler. Au lieu de si je me mettrais en 22, speed par minute. Et là, ce serait beaucoup plus dur à parler. Et pourtant, je suis au même temps. Je suis à 1,47. Mais ma cadence, elle est vraiment plus prononcée. Donc, vraiment un conseil, prenez votre rameur comme de la récupération pour pouvoir repartir bien. Ok? Jouez peut-être avec le ventilateur, mais dès le départ, vous n'avez pas le droit d'y retoucher après, donc pensez-y. Et ça, ne vous prenez vraiment pas la tête. Même si c'est une petite taille, vous allez y passer que 4 minutes maximum. C'était quand même cardio. Ok, on repasse à la course. Après le rameur, on a couru notre kilomètre, on arrive sur les 200 mètres de double kettlebell farmer carry. La catégorie homme pro, on est à double kettlebell de 32, c'est les rouges, là c'est les 16. Mesdames, vous êtes à double kettlebell de 24. Tout dépend de votre poigne et de votre grip. Ça, vous le connaissez aussi. De votre poigne, votre grip, c'est comment vous arrivez à tenir, combien de temps vous arriverez à tenir, par exemple, si c'est pendu à une barre, ou de la force vraiment. Tout dépend, vraiment, ça change de chacun. J'ai été épaté à Bilbao, il y avait un petit vieux en pro, il n'a pas lâché du tout devant moi, alors qu'il, par rapport à moi, vraiment au niveau épaisseur, il était vraiment pas épais. Et il m'a impressionné à pas lâcher, et pourtant, il payait pas de mine. Donc, tout dépend vraiment de votre métier. Vous êtes charpentier, vous êtes etc., vous travaillez avec vos bras. Vous êtes bûcheron ou maçon, vous allez avoir une sacrée poigne. Okay? Donc, tout dépend. Par contre, au niveau de la stratégie, je vous déconseille totalement d'attraper vos kettlebells vraiment par le milieu. Quand vous allez commencer à arriver, mettez à mort de magnésie. Comme ça, vous n'avez pas lâché. Il y a tout le temps un petit seau de magnésie. Prenez par des 5 secondes à vous entourer de magnésie et à prendre plus que prévu. À partir de là, ils vont vous demander de prendre vos kettlebells. Les kettlebells, quand vous allez venir les attraper, on a l'arceau, la hanche, pardon. Vous allez essayer de venir vraiment l'attraper dans l'angle. C'est là où ça vous abîmera beaucoup moins le grip. Okay? Donc, vous allez venir attraper vos kettlebells dans les hanches, un beau soulevé de terre. Pareil, et on va chercher à venir entourer au maximum son petit pouce, comme j'ai expliqué au ski erg tout à l'heure, ce qui va nous permettre de relâcher les avant-bras. Là, à partir de là, je suis bien. Je vais me servir du ballon de mes kettlebells pour continuer d'avancer. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de trottiner. Si vous marchez, ça fait du temps sous tension. Du temps sous tension, c'est de la fatigue accumulée. Moins de temps on passe avec les kettlebells dans les mains, moins le grip prend. Donc, plus on est rapide, plus c'est facile. Ok? Donc, on n'essaye pas non plus de courir comme on pourrait courir les 1000 mètres, mais on essaye quand même de trottiner, de faire des petits pas. On est là, on essaye de trottiner. Essayez au maximum dans votre tête de dire unbroken. Unbroken, c'est de ne pas lâcher, c'est de ne jamais casser, de faire les 200 mètres, pareil. Pour le moment, j'ai jamais réussi. J'ai tenu beaucoup plus long. J'ai lâché une fois à Valence, quasiment à la moitié. À Bilbao, j'ai dû lâcher peut-être 40 mètres avant. J'avais vraiment le grip qui commençait à prendre et j'ai lâché. Là où le petit vieux a totalement tenu et qui m'a vraiment épaté. Et évitez de trop breaker. Si vous breakez, si vous avez cassé votre série, vous allez lâcher vos kettlebells,
Reculez d'un pas, bougez bien les avant-bras parce que si vous lâchez, c'est à cause de ça, ce ne sera pas accord du cardio. On recule et on repart direct. Essayez au maximum de lâcher moins de 2 fois au maximum. Obligez-vous dans votre tête, généralement c'est vraiment en aller-retour, vous dites ok, je fais mon premier virage et je me permets de lâcher. Non, vas-y, tiens encore jusqu'au virage, etc., etc. Fixez-vous une limite et ne lâchez pas tous les 10 secondes, dire oh, je suis un peu fragile sur les bords, je vais lâcher. Ok? C'est pas l'exercice le plus éprouvant du cardio et après on peut repartir courir. Allez, go. On arrive à la fin, quasiment à la fin. Alors on sait que si on regarde son chrono, on sait si on peut faire une perte par rapport à ce qu'on avait prévu ou pas. Par contre, c'est l'exercice qui va pas mal nous flinguer dans les jambes, malgré qu'on ait des bonnes jambes ou pas. Pas forcément l'exercice le plus cardio, parce que le cardio, il va redescendre ici. On va pouvoir respirer parce que c'est vraiment plus musculaire. Donc, on va partir sur 100 mètres de fente avec le sandbag. Le sac à 30 kg pour les gars en pro, le sac à 20 kg pour vous, mesdames, en pro. 2 prises généralement. J'ai pas les mêmes sacs qu'eux. Soit on a les prises qui sont assez serrées, on se retrouve au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, soit les prises extérieures qui vont être ici et là. Personnellement, j'ai testé les deux, je préfère largement avoir ma prise serrée pour pouvoir être solide dans mon corps, plutôt qu'être beaucoup trop ouvert et que les épaules elles partent un peu dans tous les sens et plutôt vers l'arrière. Quand on épaule son sac, ça se demande déjà pour certains, j'ai déjà une charge quand même qui est pas mal pour l'épauler et la placer au-dessus de sa tête. Écartez un petit peu vos pieds. Le dos est droit, je pousse dans mes jambes, j'engage mes hanches pour le mener devant et ensuite derrière. Ça, c'est donc la prise serrée, c'est celle que moi je préfère. Ensuite, on a la prise large ici. Personnellement, avec mon sac à moi ici, ça me dérangerait pas, mais les leurs sont un peu plus étroits, un peu plus serrés. Moi, j'ai pas aimé du tout à Bilbao, j'ai préféré vraiment être ici. Les fentes, attention à pas prendre de no reps, ils sont vraiment titilleux là-dessus. C'est là où je trouve, avec les burpees, où ils demandent vraiment de faire attention. Quand on va venir faire une fente, on va aller chercher à faire un pas naturel. On va pas faire un pas excessif qui va nous tuer la chaîne postérieure et on va pas faire des mini-pas, ce qui va vraiment être compliqué pour enchaîner. On va faire son pas naturel. Je cherche à descendre mon genou vers le bas, genou au sol. Je me redresse, je ramène mon pied et je change directement. Si vous voulez donner de la vitesse, ce que je vous déconseille quand même, c'est de chercher à venir faire là, frotter et repartir. Frotter et repartir. Je vous conseille, pour éviter de prendre des no reps, de toujours garder le pied qui revient légèrement en arrière. Avant là, j'avais pris des avertissements, mais j'avais pas pris de no reps parce que j'avais fait ça. Je marche et je reviens. On n'a pas le droit de marcher entre chaque fente. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution à Bilbao pour éviter de prendre des no reps, je faisais ma fente, je gardais le pied légèrement en retrait, je reculais et je réavançais. Je restais en retrait et je réavançais à chaque fois. Comme ça, il n'y a pas de no reps vu que mon pied arrière ne dépasse pas le pied avant quand je marche. Ça revient dans ma fente à chaque fois. OK? Le but, c'est de tout le temps rester en mouvement. Bon, oui, vous allez marquer 1 ou 2 secondes de pause, allez faire votre fente, souffler et repartir. Le but, c'est de ne jamais que le sac quitte vos épaules. Dans aucun cas, prenez une pause avec ça, de bouger les bras et de repartir. Si vous prenez une pause, faites votre pause avec votre sac sur le dos. Et OK, et j'y retourne. Pareil. Vous pouvez breaker, sans ce que je vous disais de garder le sac sur les épaules, de souffler, mais repartez. N'attendez pas trop longtemps non plus. Restez en mouvement tout le temps. OK? On a les jambes quand même qui sont pas mal KO, mais forcément le cardio est sacrément redescendu. On repart courir pour le tout dernier kilomètre. En fonction de ce que la montre vous dit au niveau de votre chrono et de votre fréquence max, cardio si vous l'avez une ceinture, c'est le moment d'accélérer si vous pouvez. C'est le moment où on voit qu'on estime à plus ou moins combien de temps on va mettre pour les wall balls et savoir notre temps. Et là, on peut accélérer ou pas. Wall ball, 8e et donc dernier exercice avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est là où il y a un max de flux, max de spectateurs et vous avez vraiment chacun un juge qui compte vos répétitions. Arrêtons le massacre. C'est là quand on regarde et quand on est dans le public ou quand on voit les vidéos sur les wall balls qu'on voit n'importe quoi. Les wall balls, c'est un mouvement que nous, les crossfitters, on pratique quand même assez régulièrement et on voit les gens qui sont dans les Hyrox et qui ne pratiquent pas les wall balls. Un wall ball, c'est un squat où on va venir développer son ballon au-delà d'une cible. En pro, ballon à 9 kg les gars, ballon à 6 kg mesdames pour 100 répétitions. Plus ou moins pour bien se placer sur un wall ball. On essaie de placer son ballon dans les mains, plus ou moins les distances de bras légèrement fléchies avec le ballon au niveau des yeux. À partir de là, le ballon ne devra jamais quitter votre regard. À aucun moment, vous devrez vous retrouver à vous pencher vers l'avant avec le ballon ici.
Le ballon, il est toujours au niveau des yeux. Ensuite, la tête, on la lève. Un vrai squat, les talons sont au sol, les genoux sont à l'extérieur. Je pousse dans mes jambes, j'engage mes hanches pour venir tendre mes bras. C'est vraiment un mouvement de jambes et les bras, ils accompagnent seulement le mouvement. Je descends, je pousse, j'engage. Je descends avec mon ballon. Le ballon, il est toujours au même endroit quand il redescend. Quand je vous parle de massacre, c'est les mouvements que je vais faire là maintenant que, s'il vous plaît, ne faites jamais. Qu'est-ce que vous voulez respirer en faisant ça? Gardez les coudes hauts et poussez. Quand vous avez les épaules qui commencent à engorger, c'est comme le ski erg, il va falloir commencer à faire des mouvements circulaires sur le côté. Entre chaque lancé, petit mouvement circulaire pour venir choper notre ballon à sa descente pour pouvoir repartir. J'ai essayé plusieurs stratégies. À Valence, je voulais une stratégie, je ne sais plus combien. Peut-être que je m'étais dit, OK, tu vas faire 5 séries de 20. Ça ne marche pas. On n'est plus du tout, on a déjà couru 8 km. On sort de 100 mètres de fente, etc., etc. Ce n'est pas possible d'avoir des stratégies. À Bilbao, j'ai dit, OK, je fais une très grosse série, tout ce que je peux au départ, et après, je ferai de l'anarchie. J'ai pas besoin de compter. Il y a mon juge, il est avec son petit compteur, et je fais. Et ça a vraiment beaucoup mieux marché. J'ai gagné quand même énormément de temps et de la fatigue en moins. Imaginons que j'ai fait ma grosse série. Je demande à mon juge combien j'ai fait. Il me montre. Je repars, etc., etc. Par contre, si vous faites ça, cette stratégie que j'aime bien, justement, de faire un truc anarchique, de pas compter et d'enchaîner. Le moins de pauses que possible quand le ballon il est au sol. C'est-à-dire, imaginons, je vais venir en faire 1, 2, OK, flash. On regarde à combien on en est avec le juge, on bouge les bras et on repart assez rapide. Quitte à même faire beaucoup moins. Là, on repart. Plutôt que d'être là, de reculer, de respirer, etc., etc. Mieux vaut faire plein de petites séries et repartir rapidement plutôt que passer une énorme conversation avec son ballon et lui demander comment il va, etc. parce que vous n'allez pas bien. Une fois qu'on a complété nos 100 wall balls, on tape un sprint de la mort jusqu'à la ligne d'arrivée et petite photo avec le sourire. Voilà pour l'Aerox et mes petits conseils. En tant que débutant à l'Aerox, sur ma toute première course, j'avais en tant qu'athlète personne qui aime bien battre des records, etc., j'avais toujours vu les records d'une heure ou sous une heure. Quand je voulais aller à Valence, je voulais être aux alentours de l'heure et finalement, pour mon niveau actuel, c'est absolument pas possible. J'avais fait 1 heure 11 minutes et 40 secondes. J'étais quand même du coup bien loin de mon heure, mais ça reste quand même un temps correct. À Valence, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis pas pour Bilbao, je me suis pas entraîné, comme j'ai dit, du tout en Aerox. Pendant les 3 mois qui ont fait la différence, j'ai fait que du triathlon, de la piscine, du vélo, de la course à pied et 1 ou 2 crossfit par semaine. Du coup, je n'ai jamais refait de wall ball, je n'ai jamais repoussé de sled. Pourtant, à Bilbao, j'ai mis 1 heure et 10 minutes. J'ai gagné 1 minute et 40 secondes. Pour ceux qui pratiquent vraiment l'Aerox, c'est vraiment une sacrée différence, 1 minute 40. Ça fait vraiment du coup sur la course un tour ou un demi-tour ou un gain d'énergie partout ailleurs. Et pourtant, c'est seulement en corrigeant mes défauts que j'ai fait, de mes erreurs que j'ai fait à Valence pour corriger. Je vais vous montrer après un petit tableur pour voir la différence de temps. J'étais à chaque fois en retard sur les 4 premiers exercices par rapport à Valence. Par contre, au fur et à mesure, j'ai rattrapé. C'est-à-dire que je suis parti beaucoup moins vite au départ. Le peloton de tête, si vous savez que vous n'allez pas gagner, ça sert à rien de le suivre. Ils vont vous mettre 30 secondes, c'est bien, mais vous les rattraperez après sur le reste, ou pas, parce que c'est vraiment les meilleurs. Mais du coup, ne partez pas avec le peloton de tête, ça va venir vous faire exploser le cardio dès les premiers kilomètres. Partez à votre rythme et ensuite on enchaîne au fur et à mesure. Ok ? Généralement, pour mes stats à moi, je suis à la bourre sur la course à pied par rapport aux meilleurs athlètes, mais j'ai des très bonnes performances du coup sur tout ce qui va être CrossFit par rapport à mon niveau de CrossFit, le push-head, le ski erg, le wall ball, etc., etc. Et je trouve que vraiment les athlètes aérobiques sont vraiment complets, car malgré qu'ils soient en retard et qu'ils subissent entre guillemets les charges qui sont à côté, qui sont pas dans leur domaine, arrivent quand même à courir à une vitesse. J'ai vraiment une image à Bilbao de mecs où j'étais devant eux sur les sleds, sur tout le reste que j'ai doublé, et qui me redoublaient après sur la course pendant que j'étais en train de regarder mes chaussettes en train de courir, en train de subir.
eux, ils ont une vitesse et une cadence de course tellement impressionnante. Donc, si jamais vous voulez performer sur un Aerox, c'est d'abord la course à pied, la course à pied, la course à pied. Et ensuite, on va commencer à travailler spécifiquement le sled en premier. Les ergos, pas tant que ça. Vous avez juste besoin de travailler technique. Pas un énorme volume. Et ensuite, on va essayer de travailler sur les wall balls. Voilà. Un minimum de force quand même. Un petit peu de force sans chercher à faire de la prise de masse, etc. Mais plutôt de l'endurance de force. Et tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans la programmation. Pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de vous améliorer sur votre prochaine Aerox ou de performer dès votre première course. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo après votre première course, vous ou vos courses, pour m'écrire votre temps, je serai absolument ravi. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram, sur Fountain Tactical, pour me poser des questions. Voilà, à bientôt. Ciao.